Muriel Jourdain, on va commencer en regardant les unes de la presse régionale. On en a choisi 3. D'abord, la dépêche du midi, affaire Betaram. Qui savait? C'est la question à la une du journal. Un an après les premières investigations sur des agressions sexuelles et physiques à Notre-Dame de Betaram, 132 plaintes ont été déposées. 3 personnes placées en garde à vue hier. Des victimes qui dénoncent l'omerta autour de cette affaire vieille de plus de 30 ans. La deuxième une, c'est celle des dernières nouvelles d'Alsace. Polluants éternels, des eaux souillées. Les enquêtes sanitaires critiquent la qualité de notre eau du robinet avec une forte disparité selon les régions. Les polluants éternels, appelés aussi PFAS et autres microplastiques, apportent des risques pour notre santé. Après le Sénat, c'est l'Assemblée qui va voter aujourd'hui pour restreindre la fabrication et la vente de ces produits. Et puis la dernière une, c'est celle du Petit Bleu d'Agen sur les rodéos urbains, le ras-le-bol. Les riverains d'un quartier de la ville d'Agen attendent une sécurisation quant aux rodéos urbains vraisemblablement fréquents dans le secteur, notamment le week-end. Quelle une choisissez-vous ? Alors, écoutez, l'affaire Betaram, je crois qu'il y a une enquête en cours, donc nous n'en parlerons pas. Les polluants éternels, c'est effectivement une actualité parlementaire. On aura l'occasion d'en discuter dans les médias. Les rodéos urbains, ça c'est une actualité de fait, j'allais dire plus que parlementaire, puisque nous avons déjà voté, il y a quelques années, un texte qui vise à réprimer les rodéos urbains. Et je ne connais pas la teneur de l'article, mais il est possible qu'il ne soit pas suffisamment appliqué. Donc vous réfléchissez à d'autres moyens législatifs? Il faut... C'est pas de la question législative, c'est appliquer la loi que vous avez votée? Je ne le sais pas, le ras-le-bol, je le comprends sur effectivement le fait lui-même des rodéos urbains. J'ignore si c'est un manque d'application de la loi. Il ne faudrait pas tomber dans ce travers qui est courant malheureusement, qui est de faire une autre loi au motif qu'on n'a pas pris la peine d'appliquer la première. Mais il faut s'y pencher extrêmement sérieusement. Parfois, l'application de la loi qui existe est assez suffisante, mais il faut une volonté politique pour appliquer les lois, et je ne sais pas jusqu'à quel point elle existe partout. Bon, là, avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, la volonté politique, elle est plus présente selon vous? La volonté politique est réelle chez le ministre de l'Intérieur, et comme c'est un continuum avec le ministère de la Justice, j'ai bon espoir effectivement que Gérald Darmanin ait la même volonté. Il me semble qu'ils en font preuve l'un et l'autre aujourd'hui, et ça devrait donner des résultats. Allez, on va parler de la grosse actualité d'hier. C'était donc ces auditions de Richard Ferrand devant les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat. Et on l'a vu dans le journal, c'est passé à une voix près. C'est vous qui avez annoncé le résultat. Est-ce que Richard Ferrand serait un président du Conseil constitutionnel légitime? La légitimité, elle viendrait de la désignation par le président de la République. Après, ça n'empêche pas de se poser quelques questions. Et effectivement... pour ne pas être désigné, il fallait une majorité des 3/5 négative, ce qui est beaucoup. Et à une voix près, effectivement, cette désignation au Conseil constitutionnel est possible. C'est une légitimité dans le mode de désignation qui est réelle, mais qui est faible. Une fois, certes, on obtient les voix nécessaires dans une élection, on les a, mais c'est assez faible. Il appartient au président de la République de s'interroger pour savoir si, au-delà du fait de nommer Richard Ferrand membre du Conseil constitutionnel, ce qu'il peut parfaitement faire, il faut que ce soit Richard Ferrand qui en devienne le président. Bien sûr que la question se pose. La question se pose parce que ce faible nombre de voix, rajouté au fait que, c'est pas faire injure que de le dire, tout son passé professionnel et sa formation n'en font pas un candidat évident pour le Conseil constitutionnel. Ça nécessite bien sûr que le président de la République s'interroge. Mais donc vous dites il peut le nommer, puisque le Parlement factuellement ne s'est pas opposé, mais ça serait bien qu'il ne le nomme pas président, c'est ça? Ça serait bien. La question doit se poser, ça appartient au président de la République. La question mais vous doit ne se demandez pas. Si vous ne dites pas, et je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron ne nomme pas Richard Ferrand président. Ça appartient au président de la République. Donc pour l'institution, il faut, je pense, quelqu'un qui soit incontestable à la tête de l'institution, à la fois parce que sa désignation a été évidente, comme celle de Philippe Bas, par exemple, hier, qui a rassemblé bien au-delà de son camp, à la fois parce que sa désignation... vice-président, ça serait votre souhait? Alors écoutez, après, en arrivant dans une institution, on le peut, puisqu'on voulait le faire pour Richard Ferrand, ça me paraît possible. Ça ne serait pas un président déshonorant. Je parle par litote, mais bien sûr. Mais il y a d'autres membres au sein de ce Conseil constitutionnel aussi, qui seraient des présidents, qui représenteraient, me semble-t-il, l'institution de façon incontestable. Là, on sent bien que la contestation viendrait de toutes parts et ça ne serait bon pour personne, y compris pour celui qui serait nommé d'ailleurs. Donc la question peut se poser, me semble-t-il. Il vous a rassuré ou il vous a inquiété hier, Richard Ferrand, quand vous l'avez auditionné? Écoutez, il avait extrêmement bien préparé son audition, je dois à la vérité de le dire, pour répondre finalement au procès qui lui était fait, qui visait à constater
et c'est une réalité, que sa formation et son cursus ne le menaient pas de façon évidente vers le Conseil constitutionnel. Voilà, donc après, chacun a pu se faire une opinion, les opinions étaient plutôt négatives, vous l'avez vu. Ouais. Et je pense que ça n'était pas que des opinions politiques, puisqu'on voyait pour l'audition d'avant que, je le disais, Philippe Bas rassemblait bien au-delà de son camp. Ça n'est pas une élection purement politique, tout de même, au Conseil constitutionnel. On se soucie d'y envoyer des gens dont on pense qu'ils en ont véritablement la capacité, sans que ce soit contestable. Il y avait plusieurs choses qui inquiétaient les parlementaires. Il y avait la question de l'indépendance par rapport à Emmanuel Macron, la question de la formation juridique de Richard Ferrand, et puis cette phrase qu'il a eue il y a quelques mois sur un 3e mandat d'Emmanuel Macron. Alors hier, on l'a entendu dans le journal, il s'est justifié. Un 3e mandat d'Emmanuel Macron n'a jamais été ma pensée ni mon désir. Dont acte ? Écoutez, on peut... Je pense qu'on peut parfaitement le croire de ce point de vue. On peut, dans l'absolu, dire il n'y a pas de raison de brider la démocratie en mettant un nombre de mandats précis pour telle et telle fonction. Et on peut pour autant savoir qu'aujourd'hui, les règles l'interdisent. Alors, moi, je ne vais pas faire de procès en mauvaise foi. Il est parfaitement possible que les deux aient cohabité dans son esprit. Donc, en soi, ce n'est pas ça qui m'a choqué. Et c'est bien qu'il ait fait cette mise au point, en tout cas. C'est bien qu'il ait fait, parce que la question planait. Il est exact, la question planait. C'est bien qu'il ait fait ces mises au point. Après, il ne faut pas se leurrer, dans ce genre d'exercice, on est souvent obligé de croire sur parole ceux qui viennent. Et si effectivement il y a un doute, c'est là, je pense, où la parole n'est pas suffisante. Ouais. Quand on proclame son indépendance, en réalité, on ne le démontrera que lorsqu'on sera en poste. Est-ce qu'il faut prendre le risque ? Certains ont estimé qu'il ne fallait pas prendre le risque. Certains, dont les LR, puisque les LR, ils étaient en très grande majorité contre cette nomination. Laurent Wauquiez était monté au front, d'ailleurs, le patron des députés LR. Est-ce que, du coup, le fait qu'il soit passé, c'est un échec pour votre parti ? Alors, après, il faudrait sonder les reins et les cœurs et savoir qui a voté quoi. Il me semble que massivement, ça n'était pas très favorable à M. Ferrand. Mais encore une fois, il y a ceux qui se sont exprimés, il y a ceux qui ne se sont pas exprimés. Ça veut dire que tous les LR n'ont pas voté contre ? Je n'en sais rien. Quand on fait un décompte mathématique, on peut s'interroger sur tous les partis, si vous voulez. Je ne le sais pas. Mais vous avez voté contre, vous ? Majoritairement. Alors moi, je n'ai jamais donné le sens de mon vote parce que je préside, parce que je pense qu'il faut que je garde une certaine neutralité, même si j'ai voté en conscience ce que je t'estimais devoir voter. Il me semble qu'on doit plus regarder du côté du Rassemblement national que du LR aujourd'hui. On va regarder dans quelques secondes du côté du Rassemblement national, mais est-ce qu'avec de telles déclarations de Laurent Wauquiez, les LR sont aujourd'hui encore dans le socle commun ? Je pense que c'est tout à fait indépendant. Enfin, c'est tout à fait indépendant du socle commun dont on pourra reparler si vous le souhaitez, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les désignations au sein du Conseil constitutionnel. On va parler du RN, puisque effectivement, ce qui a peut-être fait basculer le vote, c'est le choix du Rassemblement national de s'abstenir. Alors, comment le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen justifie-t-il sa position ? On voit ça avec Lorraine Barrière. Bonjour Lorraine. Bonjour Ariane, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Et la candidature de Richard Ferrand validée donc à une voix près, un retournement de situation qu'on doit probablement au député RN. Oui, et alors abstention surprise qui a été en effet déterminante. La candidature de Richard Ferrand proposée par Emmanuel Macron a été contestée par 58 voix et approuvée par 39. Dans la mesure où ce sont les suffrages exprimés qui sont pris en compte, on vous l'a expliqué hier, eh bien, le seuil de majorité des 3/5 pour acter le rejet de sa nomination était tombé à 59 voix. 59 voix, 58, une voix près. Donc, depuis l'annonce de ces résultats, les Républicains et les oppositions de gauche dénoncent un complot, une magouille. Quel est l'accord secret, se demande Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, accusant même Richard Ferrand d'avoir été, je cite, parrainé par Marine Le Pen. Accord secret, deal secret, c'est ce que nous dit le député LR Olivier Marleix. Madame la sénatrice, est-ce que vous partagez leur avis ? J'avoue qu'il reste un mystère tout de même sur cette abstention, puisque effectivement le RN n'a jamais de mots assez durs contre le président de la République, son parti, ceux qui font partie du socle commun. Et là, pour le coup, alors que tout le monde disait que Richard Ferrand, c'était quand même l'émanation pure de la Macronie et qu'il était là précisément pour servir le président de la République, c'est très curieux, cette abstention. C'est très curieux. Et l'explication qui est donnée, qui est de dire « Ah oui, mais on a échappé à pire », n'a aucun sens. Et justement, on va écouter la réponse du RN. C'est l'explication qu'il donne. On va écouter le sénateur Joshua Hochart.
Richard Ferrand, c'est la solution du moins pire. Si on ne s'abstenait pas sur Richard Ferrand, on aurait eu d'autres propositions. Éric Dupond-Moretti, ça aurait été bien pire. Pourquoi pas Christiane Taubira? Madame la sénatrice, Éric Dupond-Moretti, par exemple, ça aurait été un meilleur choix? Mais je pense que la question n'est même pas celle-là. Si on trouve que les choix sont mauvais, on vote contre. Et de la même façon qu'ils votaient contre Richard Ferrand s'ils ne le trouvaient pas bon, ils auraient voté contre Éric Dupond-Moretti. Et ils auraient voté contre Mme Taubira, jusqu'à ce qu'il y ait un candidat qui convienne. Enfin, c'est une explication qui ne tient pas la route. Si vraiment les candidats étaient tous aussi mauvais les uns que les autres, ou plus mauvais les uns que les autres, eh ben, on votait contre et on évitait qu'ils arrivent. On ne peut pas dire, bah non, j'en ai laissé passer un, parce que les autres étaient pires. On ne laissait passer aucun de ces candidats. Donc je trouve que cette explication n'a aucun sens. Rationnellement, ça ne tient pas la route. Il suffisait de ne pas voter pour les candidats d'après, comme ils n'auraient pas voté pour Richard Ferrand, s'ils ne voulaient pas de Richard Ferrand. Mais ils en voulaient. Est-ce que vous irez jusqu'à dire qu'il y avait un deal secret entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? C'est ce que dit Olivier Marleix, par exemple. En tout cas, dans la mesure où l'explication qu'il donne n'a rien de rationnel, c'est qu'il y en a une autre. Ou alors c'est un parti qui n'a rien de rationnel. Mais bon, ça nous mène loin. Et ce n'est pas le sujet du matin. Mais il y en a forcément une autre. Alors laquelle, je ne saurais le dire, puisqu'on explique partout que c'est un échange contre une décision sur une question prioritaire de constitutionnalité qui touche à l'inéligibilité de Marine Le Pen. On va en parler justement. Quels pourraient être les termes d'accord, s'il y a eu accord, évidemment, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et effectivement, la question prioritaire de constitutionnalité est au cœur des supputations. Eh bien, on va écouter Yann Brossa qui donne un début de réponse. Quel est donc le deal caché, l'accord de couloir, le marchandage d'arrière-cuisine qui s'est noué pour aboutir à cette abstention de l'extrême droite? Et la question se pose avec d'autant plus d'acuité qu'une des premières audiences que Richard Ferrand pourrait présider porte sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité d'un élu. Et il se trouve, comme par hasard, que c'est l'un des enjeux du procès pénal de Madame Le Pen. L'avenir politique de Marine Le Pen qui est donc au cœur de tout soupçon. On va revenir sur ce que dit Yann Brossa. Donc l'un des premiers dossiers de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel concerne donc cette question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur la peine d'inéligibilité d'un élu assortie d'une exécution provisoire. Cette même peine requise à l'encontre de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens, à savoir 5 ans d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait de se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 3 avril pour rendre sa décision, soit 3 jours après le jugement de Marine Le Pen, le 31 mars. Mais si les sages se prononcent avant, ce qui est possible, s'il se prononce en faveur donc, de cet élu, la décision pourrait faire jurisprudence et donc profiter à Marine Le Pen. Cette justification, cette histoire de QPC, Madame la sénatrice, est-ce que vous y croyez ? Alors, c'est peut-être l'objet d'un accord, je ne sais pas, mais ça me paraît assez léger. Parce que, quand bien même Richard Ferrand se serait mis d'accord avec Marine Le Pen, puisque c'est ça l'idée, et avec le président de la République, pour qu'une décision soit rendue favorablement, pour Marine Le Pen, il ne la rendra pas tout seul. Enfin, je pense que c'est beaucoup préjugé de ce que fera le Conseil constitutionnel. Vous le dites vous-même, on parle des sages, on ne parle pas du président. Donc, si c'est ça l'objet de l'accord, je suis très dubitatif sur la capacité de celui qui serait mêlé à l'honorer. Donc tout ça, soit c'est une espèce de geste désespéré de la part du RN, effectivement, pour arriver à avoir une décision clémente, soit quelque chose d'autre nous échappe, mais tout ça échappe à la rationalité, en réalité. Cette nomination de Richard Ferrand, elle a lancé ou relancé le débat sur la nomination des membres du Conseil constitutionnel. La gauche dépose des propositions de loi pour revoir le mode de nomination. Est-ce qu'il faut le revoir, selon vous ? Écoutez, je n'en suis pas sûre. J'avoue qu'il faudrait que je me penche plus avant sur la question. Le fait est que ça peut poser quelques questions de savoir qu'il faut 3/5 de vote négatif, c'est beaucoup. Maintenant, avant 2008, nous n'avions pas ce passage parlementaire. Donc ça a quand même beaucoup évolué. Il faut savoir si, évidemment, ce sont des désignations qui appartiennent véritablement au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, avec un pouvoir correctif face à une désignation manifestement appropriée, ce qui est aujourd'hui le cas. Ou si véritablement on veut que ça soit une nomination du Parlement. Auquel cas il faut abaisser, bien sûr, la majorité et il ne faudrait pas qu'il y ait... Mais est-ce qu'il faut mettre des conditions ? Est-ce qu'il faudrait par exemple des gens qui aient des compétences avérées en matière juridique, ou est-ce qu'il faut carrément, comme le suggère le RN, ne plus nommer de politique ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut
il faut un mélange assez tempéré de différentes personnalités, qui ait des compétences juridiques, ça c'est indéniable, mais qui ait aussi une connaissance de la vie politique. Je ne pense pas. Donc encore une fois, il faut se poser la question de ce qu'on veut du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on continue par le faire constituer par des autorités politiques qui nomment effectivement des gens qui parfois ont une vie politique, parfois n'en ont pas. Mais dans ce cas-là, on leur laisse la main ou on ne leur laisse pas la main, jusqu'à quel point. Il y a une question de fond à se poser. On ne peut pas juste changer une majorité. Encore une fois, aujourd'hui, c'est mais vous les dites trois qu'il ne faut présidents... plus que ce soit le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée. Non, je ne dis pas ça. Ouais. Il faut réfléchir à ça, en tout cas. Il faut ouvrir ce débat. Enfin, aujourd'hui, voilà, ce sont ces trois entités qui nomment. Et les parlements, les chambres, ont un pouvoir de corriger une erreur manifeste d'appréciation. Veut-on aller ailleurs et veut-on donner plus la main au Parlement? Auquel cas, bien, ceux qui désignent ne sont plus prépondérants. Donc on a une réflexion à mener. Changer une majorité qualifiée, enfin, ça ne vaut pas, ça vaut réaction, ça ne vaut pas réflexion. Merci Lorraine, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Oriane. On va dire un mot de la censure hier, puisqu'il y avait une motion de censure à l'Assemblée nationale qui a échoué. C'était une motion de censure du Parti socialiste, déposée notamment suite à l'expression, l'emploi par François Bayrou du mot sentiment de submersion migratoire, mais aussi le PS qui fustige le débat sur le droit du sol, le vote par l'Assemblée nationale de la proposition de loi de Gabriel Attal pour durcir la justice des mineurs. Les socialistes, ils parlent de trumpisation. Est-ce que vous l'avez compris, cette motion de censure? Je pense que la motion de censure, dont chacun savait qu'elle n'avait aucun sens d'aboutir, elle est faite pour marquer une position politique, dont on voit que, enfin, elle n'a jamais cessé d'être existante au Sénat, qu'elle correspond un peu au clivage droite-gauche. Et enfin, on l'a vécu assez récemment lorsque nous avons déposé un rapport sur les traités en matière d'immigration et que nous avons, dans la majorité sénatoriale, s'agissant de l'Algérie, dit que ce traité existant étant plus favorable, l'Algérie ne nous faisant pas un sort très enviable, notamment en termes d'acceptation du retour de l'immigration irrégulière, il fallait renégocier et, à défaut, ne pas s'interdire de mettre fin aux accords de 68 avec l'Algérie. Et nous avons vu que nos collègues de gauche se sont radicalement opposés. Notre collègue du PS qui participait au rapport s'étant retiré du rapport pour dire non, nous ne toucherons pas aux accords avec l'Algérie. Je pense qu'il y a une espèce de radicalisation de la position qui correspond à la volonté de s'affirmer. Bon, parce que ça ne peut pas être autre chose que ça. Ça ne peut pas être autre chose que ça au regard des majorités existantes. Un mot sur le texte sur la justice des mineurs, puisqu'il a été voté à l'Assemblée, il va arriver au Sénat. Gérald Darmanin veut le durcir, ce texte, au Sénat. Il faut encore le durcir pour vous? On va l'étudier. Pour l'instant, il vient d'arriver. Nous venons de désigner un rapporteur à la commission des lois. Il faut l'étudier. Je pense que la délinquance des mineurs nécessite effectivement un traitement qui n'est pas celui qui existe aujourd'hui. On a des travaux qui existent, on a du droit comparatif, enfin comparé, on a la prise en compte du fait que les mineurs aujourd'hui n'ont peut-être pas un traitement au regard de la sanction qui soit appropriée pour empêcher la récidive. Bon, ça reste. L'éducation et la sanction sont deux choses qui peuvent coexister. Enfin, n'importe quel parent le sait d'ailleurs. Et il faut certainement se pencher plus avant sur ce sujet, durcir, ne pas durcir, essayer d'être efficace. C'est ce que nous essaierons de faire à la commission des lois. Nous essaierons d'être efficaces. Allez, on va aller en Bretagne voir l'actualité dans votre région. Bonjour Stéphane Beignet, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de l'information de TVRN. Stéphane, à 48 heures maintenant de l'ouverture du salon de l'agriculture, vous avez une question à Muriel Jourdas sur la protection des terres agricoles. Oui, bonjour Madame la Présidente de la Commission des lois au Sénat. Une question concernant le fameux ZAN, le zéro artificialisation nette prévu par la loi climat et résilience. Le Sénat semble avoir, par un projet de loi, une interrogation sur les objectifs à mener, alors que le zéro ZAN est prévu pour 2050. La question est simple. Que dites-vous aux membres de la Confédération régionale bretonne de gouvernance qui s'inquiètent de ce projet de loi ? Moi, je ne m'en inquiète pas du tout. J'ai toujours été extrêmement dubitatif sur le zéro artificialisation nette qui effectivement, a pour but de diminuer par moitié en 2031 l'artificialisation des terres, puis de ne plus rien artificialiser à partir de 2050. Je pense que c'est une idée qui n'est pas excellente.
Pourquoi ? Parce qu'elle est contredite par les faits. Le postulat sur lequel elle part est contredit par les faits. En France, on a 55 millions d'hectares de terre, 26 millions agricoles, 17-18 millions en forêt. Une forêt qui s'étend sans discontinuer depuis des années, au moins 1985. Donc, nous avons par ailleurs, ça c'est le rapport du Sénat qui le disait, une artificialisation réelle, suivant les modes de calcul, entre 5 et 9,5% du territoire. Ce qui est assez faible. D'ailleurs, il suffit qu'on prenne le train pour traverser la France ou l'avion pour la survoler, pour ceux qui ont encore le courage de prendre l'avion malgré les diktats qui existent, eh bien, on se rend compte que la France est entièrement verte. Ça n'est pas une raison pour la bétonner, suivant les propos qui peuvent être pris, mais vous regarderez, entre 2009 et 2022, on a consommé par an 10 000 hectares de moins, alors que la population augmentait de 4 millions. La réalité, c'est que la France n'est pas un pays artificialisé et que d'ores et déjà, la sobriété foncière est acquise. Donc la question, à mon sens, n'est pas celle-là. Le zéro artificialisation nette, ça répond à un problème qui n'existe pas et ça en crée des nouveaux. Les nouveaux, c'est que vous pouvez demander, et je l'ai fait dans mon propre département du Morbihan, je suis allé voir les élus qui sont en charge des règles d'urbanisme, qui mettent en œuvre le ZAN, ils mettent en œuvre la loi, les élus. Je leur ai posé la question, toujours la même question, est-ce que vous pensez que, au regard des restrictions sur les terres constructibles aujourd'hui, vous pourrez faire face aux demandes de foncier en termes d'habitat et en termes d'économie? Et la réponse est toujours non. Donc, pour résoudre un problème qui n'existe pas, nous sommes en train d'en créer un qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on parle d'agriculture, puisque le salon d'agriculture arrive, un maire, au regard de la surface constructible qu'il va avoir, il va se poser la question de savoir s'il donne plutôt un permis à 3 maisons ou un hangar agricole. Donc, sous prétexte de préserver l'agriculture et les terres agricoles, qui, soit dit en passant, en Bretagne, malheureusement, sont de moins en moins utilisées parce que l'élevage diminue, au prétexte de préserver ces terres, ce sur quoi tout le monde est d'accord, on est en train de créer une difficulté, y compris pour les agriculteurs, lorsqu'ils vont avoir besoin de leurs outils d'exploitation. Donc moi, c'est ça que je répondrai à cette instance qui est très contente de restreindre les droits. Moi, j'estime que l'État et les pouvoirs publics n'ont pas pour rôle d'empêcher les gens de travailler, d'empêcher les gens de se loger. Stéphane ? Madame la sénatrice, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de concilier développement économique d'un côté, préservation de l'environnement de l'autre. Oui, mais encore une fois, il ne me semble pas que la menace soit extrêmement importante si on regarde la réalité des chiffres et si on sort de l'idéologie. Ensuite, cet enjeu, il est acquis depuis assez longtemps. Encore une fois, on consomme de moins en moins. On consomme de moins en moins, alors que la population est de plus en plus importante. Donc, l'enjeu, il existe, tout le monde en a pris conscience, il faut continuer en ce sens, mais restreindre encore une fois les capacités à construire me semble contre-productif, parce que l'enjeu aussi, c'est qu'on puisse travailler, qu'on puisse se loger. Merci beaucoup Stéphane Beignet, merci d'avoir été avec nous, directeur de l'information de TVRN. On va terminer avec des questions un petit peu politiques qui concernent votre parti, les Républicains. Muriel Jourda, Gérard Larcher qui dit ce matin dans le Figaro qu'il votera pour Bruno Retailleau, vous aussi ? Oui. Oui, je voterai pour Bruno Retailleau. D'abord, je l'ai déjà fait la fois dernière. Et puis, pour le coup, c'est un vote dont je ne me cache pas. Non pas que je me cache des autres, mais c'est effectivement la désignation au sein de ma famille politique. Donc, je prends position. Je voterai pour Bruno Retailleau. D'abord parce que je connais ses grandes qualités, puisque c'était notre président de groupe. Moi, je l'ai vécu pendant 7 ans, d'autres pendant plus longtemps. Je connais sa sincérité, sa droiture, le fait que, et tout le monde peut le constater, ce qu'il disait dans l'opposition ou lorsqu'il n'avait pas le pouvoir, il le dit de la même façon lorsqu'il exerce des fonctions. Ça, c'est assez rare pour être souligné. Et puis, en plus, de façon moins, je dirais, personnelle, c'est celui qui aujourd'hui incarne. Il incarne la droite. Donc, il ne faut pas se passer de quelqu'un qui a ce genre d'incarnation. Être élu, c'est être au bon endroit au bon moment. Ouais. Il est au bon endroit au bon moment, et en plus, il a de grandes qualités pour l'être. Donc, plus que Laurent Wauquiez, c'est trompé de stratégie politique, Laurent Wauquiez. Alors, je ne veux pas faire la stratégie de Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi, Laurent Wauquiez, mais à l'évidence, celui qui aujourd'hui incarne, parce que peut-être effectivement, il a pris le risque d'aller dans un gouvernement dont il n'était pas évident qu'il puisse y occuper la place qu'il occupe aujourd'hui. Hein. Il a pris ce risque.
Il a pris ce risque de ne pas refuser le pouvoir quand on lui offrait pour mettre en œuvre la politique à laquelle il a toujours cru. Bah, écoutez, c'était un peu qui tout double, c'est double. Donc il faut accompagner ce mouvement, voilà, indépendamment des grandes qualités politiques et humaines d'ailleurs de Bruno Retailleau. Merci beaucoup Muriel Jourda. Merci d'avoir été notre invité dans 20 minutes dans le club. Débat autour de la question de la laïcité en partenariat avec le journal La Croix. Mais d'abord, on va évidemment parler politique tout de suite avec le ministre François Rebsamen qui nous rejoint.